Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. Je rejoins tout de suite mon collègue d'outre-mer, Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour! Même si tu es expatrié pour l'instant, mais tu as suivi, j'imagine, avec attention tout ce qui se passe du côté des congrès nationaux des différents partis ici au Québec. Et ce qui est étrange, c'est que même si c'était Québec solidaire, le Parti libéral du Québec, la Coalition Avenir Québec qui tenait des congrès, ben finalement, on a parlé du PQ presque toute la fin de semaine, même au sein de ces congrès-là, Mathieu. Oui, et plus particulièrement dans ce qu'on appelle de manière très exacte, je crois, avec un souci de précision qui honore ceux qui utilisent ce terme, la grosse presse. On a vu le dossier en 3 articles lancés contre Paul Saint-Pierre Plamondon, et c'en est assez fascinant. C'est-à-dire que le chef du Parti québécois suscite fascination, critique, ça fait partie de la vie, surtout. Il dirigeait un parti qui était aux soins palliatifs, croyait-on, il y a 3 ans. Aujourd'hui, le Parti québécois est premier dans les sondages. L'histoire de cette renaissance mérite d'être racontée. Les non-indépendantistes, par définition, ne seront pas heureux de cette renaissance. Les indépendantistes vont s'en réjouir. Bon, tout ça va de soi. Mais la presse ne s'encombre pas d'un souci de la rigueur journalistique pour mener une charge, mais grossière, contre PSPP. De quelle manière? C'est un article en 3 temps. Et le récit de fond, c'est PSPP a changé d'idée sur différents sujets. Il n'a pas toujours été souverainiste, et il l'est devenu. Ne devrions-nous pas nous méfier d'un personnage aux idées aussi instables? Alors là, j'ai envie de dire, on va donner un petit cours d'histoire du Québec, OK? René Lévesque était fédéraliste. Il est devenu souverainiste. Jacques Parizeau était fédéraliste. Il a pris un train vers Banff, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, puis il est devenu souverainiste en arrivant au Canada. Lucien Bouchard a été un petit peu souverainiste, un petit peu fédéraliste, pas mal souverainiste, c'est plus trop souverainiste, mais ça se fera pas. Les gens changent d'option. Je note, soit dit en passant, que Marc Tanguay était souverainiste et est devenu fédéraliste. Comme quoi, chaque camp a les convertis qu'il mérite. François Legault était un souverainiste qui a fait croire qu'il ne l'était plus, même si on sait qu'il l'est encore, c'est ce qu'on pourrait appeler un closet souverainiste, un souverainiste dans le placard, mais il est pris dans son amour à 4 têtes. Il y a les amours à 2, à 3 et à 4 aujourd'hui, donc sont 4 gaillards, Fitzgibbon, Dubé et Girard, qui sont des fédéralistes ardents, et pour que le quatuor se maintienne, François Legault doit faire semblant qu'il n'est plus souverainiste. On l'a compris. Mais sur le fond des choses, PSPP est devenu souverainiste. Ça arrive. Puis par ailleurs, il était auparavant favorable davantage aux idéologies diversitaires et tout ça, et il ne l'est plus. Il est devenu très critique des concepts, le racisme systémique, le multiculturalisme, l'immigration massive. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Bon, pour certains, là, ils nous disent « c'est un calcul sournois, c'est le fruit d'une influence délétère. » Non, mes garçons, juste pour vous rappeler ça, ou plutôt mes garçons, Madame l'auteur de l'article, je pense que c'est Madame Gagnon, le parcours de Paul Saint-Pierre Plamondon est celui des sociodémocrates scandinaves, auxquels il s'identifie depuis toujours, soit dit en passant. Les partis sociodémocrates scandinaves, il y a 15-20 ans, environ 10-15-20 ans, plus récemment dans d'autres cas, ont tous dit « mais le multiculturalisme ne fonctionne pas, ça détruit la fabrique sociale, l'immigration massive, ça déstructure la fabrique sociale ». Mais si on veut de la solidarité sociale, il faut avoir une société qui a le sentiment de solidarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut du collectif pour ensuite partager les richesses, et ainsi de suite. Donc, ils sont devenus, on pourrait dire, identitaires, entre guillemets, par le détour de la question sociale. Mais PSPP a suivi à peu près le même trajet. Donc là, tout ça, on aurait pu l'expliquer intellectuellement. Mais mieux valait miser sur, et là, c'est là que c'est un article déshonorant de la grosse presse, on décide de miser sur des ragots colportés par des ragoteurs
qui véritablement cherchent à se grandir en prenant le chef du Parti québécois comme ennemi. Puis là, ils espèrent, toujours en lui mordant les mollets, ils espèrent finalement avoir un peu de lumière eux aussi. Le résultat de ces 3 articles, quand même, c'est que ça nous montre que la campagne de diffamation, la campagne de discrédit, la campagne pour détruire le chef des indépendantistes est commencée pour une raison simple. Le régime canadien et les médias qui sont à son service ont peur du retour des indépendantistes. Donc, les ragots vont suffire, les mensonges vont suffire, les rumeurs vont suffire. On va tout lancer pour essayer de le détruire. Et qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? Ben, c'est un régime qui se défend devant celui qui est désormais traité de plus en plus comme un ennemi à abattre. Et je note que la journaliste de la presse n'a pas eu le souci minimal de vérifier, qui a lancé ces rumeurs. Puis là, Alexandre Cloutier, d'ailleurs, qui est une des types avec qui on a associé à la rumeur, là, il a répondu en disant, mais vous fantasmez, vous élucubrez sur une conversation qui a eu lieu. Ah, mais elle dit, mais pourquoi vous m'avez pas répondu quand je vous posais des questions? C'est une conversation privée, je sentais pas que je devais rendre compte sur une conversation privée rapportée par quelqu'un qui n'y était pas. C'est quand même exceptionnel. Donc, pour moi, franchement, c'est une opération. C'est pas la première fois, hein. En d'autres temps, dans une moindre envergure, on m'a déjà fait le coup et à d'autres de raconter dans la presse. Je me rappelle, j'avais lu ça, des trucs qui étaient objectivement faux. Je suis le premier pour en témoigner. On me prêtait la présence à une réunion à laquelle j'avais jamais été, puis un événement auquel j'avais été. Pourquoi? Parce qu'il fallait à ce moment-là discréditer l'aile identitaire du mouvement souverainiste. Ben, aujourd'hui, on cherche à discréditer le mouvement souverainiste lui-même. Ce sont les méthodes habituelles de la presse du régime. On n'est pas surpris. On n'est pas surpris, puis on n'est pas surpris de voir Québec solidaire faire la même chose, là, comme PSPP est l'ennemi à abattre, même si, théoriquement, tous les souverainistes devraient s'associer pour un seul projet, un seul pays. Ben, ça se tire, c'est une guerre fratricide qui se livre, finalement, entre les souverainistes. Ben, je dirais que c'est la guerre des acronymes dans les circonstances, c'est-à-dire GND veut dégommer PSPP, et pourquoi? Il faut bien le voir. Québec solidaire, là, on a eu droit au récit ces dernières semaines de l'autoproclamation comme parti de gouvernement. Ah, ok, d'accord. Ben, ils ont décidé de quel parti de gouvernement, on est censé les croire. Hein. C'est comme aujourd'hui, apparemment, on change de sexe, puis on est censé croire immédiatement la personne qui nous le dit. Mais de la même manière, on est censé changer l'identité de genre, mais là, c'est l'identité de genre politique. Nous étions un parti d'opposition radicale, on est désormais un parti de gouvernement, et croyez-nous, bon, 1. 2, le parti s'est divisé autour de ça, entre la gauche en cravate, la gauche radicale en cravate, ça c'est GND, puis la gauche en cotoouaté. Ça, c'est Catherine Dorion. Et là, il fallait réunir tous ces gens-là, d'autant qu'il y avait les lamentations d'Émilie Lessard-Terrien qui n'en finit plus de pleurer, sa coprésidence perdue, sa co-chefferie perdue, son co-porte-parole perdu. Et là, qui ne cesse d'expliquer qu'on n'a pas tenu compte de son féminisme, puis de ci, puis de ça. Bon. Donc là, GND, il devait achever son virage pseudo-pragmatique. De quelle manière souder les troupes une fois que ce virage a été engagé puis il y a eu de la difficulté, en retrouvant l'ennemi traditionnel qu'il faut vomir, qu'il faut maudire, qu'il faut salir? C'est le Parti québécois. Et ça, on a vu GND dans les circonstances, ça a été assez gênant. Donc, il a ressorti la machine à lancer des accusations de racisme à demi-mot, puis même pas à demi-mot. En tout cas, le Parti québécois veut faire de l'indépendance un référendum sur l'immigration. Mais premièrement, l'idée d'un référendum sur l'immigration serait une excellente chose. Hein. Ça permettrait au moins de donner un rapport de pouvoir au Québec par rapport à Ottawa. Puis je note que dans d'autres pays dans le monde, on veut des référendums sur l'immigration pour être capable de se donner les moyens politiques de maîtriser un phénomène qui nous dépasse. Mais dans les circonstances, ce qu'on nous dit, c'est que les arguments, parce que c'est ça le fond des choses, on nous dit que les arguments identitaires sont illégitimes pour l'indépendance. Il ne faut pas critiquer l'immigration massive. Il ne faut pas critiquer le multiculturalisme. Il faut applaudir devant ça en disant c'est merveilleux. Et puis les critiques de ça sont toujours frappées de soupçons, accusés, taxés de racisme, et ainsi de suite. Mais GND ne fait ça que pour ça, c'est-à-dire que peu importe qu'il y croit ou non, je devine qu'il y croit, c'est que pour fédérer ses troupes, il devait leur donner, c'est qu'est-ce que la gauche radicale préfère dans la vie? C'est le sentiment de sa supériorité morale. Hein, la gauche radicale ne veut pas d'abord le pouvoir politique, mais le pouvoir sur les âmes. La gauche radicale, c'est la gauche cléricale des temps présents. La gauche radicale au Québec, c'est l'équivalent des curés des années 30, 40, 50 au Québec qui exercent une forme d'hégémonie sur les consciences, puis qui veulent nous dire qui va aller en enfer, puis qui va aller au paradis, selon qu'on répète les bons slogans au service de l'inclusion et de la diversité. Et dans les faits,
Québec solidaire, ici, comment se comportait? Ça se comporte comme un parti sectaire. Donc, ils se sont rassemblés autour d'une séance d'excommunication du chef du Parti québécois, des indépendantistes, des nationalistes, des identitaires. Ils se sont rassemblés autour... Je sais pas si tu te souviens, dans 1984, le roman de George Orwell, hein, il y a les 2 minutes de la haine. Et tous ensemble, autour de la figure détestée de, je pense que c'est Goldstein, si je me trompe pas. Ouais. Tous ensemble sur la haine. Tous ensemble, ils communient dans la haine du moment. Mais là, c'était communier dans la haine du Parti québécois, méchant, raciste, pas gentil, tout ça. Et là, ils se sont rassemblés finalement, ils ont trouvé leur communion. Nulle surprise encore ici, ce sont les vieilles méthodes du régime pour décomposer le mouvement national. Je note, soit dit en passant, faut pas l'oublier, que QS, il y a 2 tendances là-dedans. Il y a la vieille gauche socialisme et indépendance, mais il y a aussi l'ancienne gauche ML, devenue communautaire dans les années 80, devenue multiculturaliste et diversitaire ensuite. Dans les fins des années 70, parmi les plus virulents adversaires du nationalisme québécois, il y avait cette gauche ML qui continue de vivre sous de nouveaux habits à Québec solidaire. Ouais, rien de nouveau de ce côté-là. Ce qui est pas nouveau non plus, c'est ce qu'on a entendu au Parti libéral du Québec, qui est en congrès aussi de leur côté. Je t'avoue, par contre, que c'était quand même surprenant. Pas nouveau, mais surprenant. Ressortir et Philippe Couillard et... Attends un peu, j'ai failli dire le mot en A, je m'en excuse. Rigueur budgétaire, maintenant, c'est comme ça qu'on appelle cela. Ça, je t'avoue, j'avais pas ça sur mon bingo, Mathieu. Alors, franchement, le mot austérité. Alors, non, franchement, faites-nous rêver. Sortez Philippe Couillard des placards. Ça, je l'avais pas vu venir, franchement. Qui s'est dit un jour sur cette terre, notre parti est en décomposition? Sortons le premier ministre qui a le plus exaspéré les Québécois. Sortons celui qui expliquait que quand les Québécois voulaient s'affirmer, il soufflait sur les braises de l'intolérance. Sortons celui qui oubliait de parler français quand il allait à l'étranger de temps en temps. Sortons celui qui regardait les Québécois comme un peuple finalement à maîtriser, qui mettait de l'avant, en fait, qui préférait l'appartenance au Canada à l'identité québécoise, qui avait rompu avec la tradition nationaliste du Parti libéral depuis les années 60. Vous voulez rêver? Présentez-nous Philippe Couillard. Là, on voit à quel point ce parti est enfermé en lui-même aujourd'hui. Il est replié dans un entre-soi idéologique. Il n'imagine plus le fait qu'il doit s'adresser à des électeurs qui ne lui sont pas déjà acquis. Si je te dis, de ce point de vue-là, je finirais par faire mes congrès seulement en anglais, ce serait plus simple. Au moins, il n'y aurait pas à traduire le discours à la base. Mais il y a quelque chose d'étonnant à nous ressortir ainsi Philippe Couillard, qui, rappelons-le, était le premier ministre le plus fédéraliste de l'histoire du Québec, le plus anti-identitaire, celui qui insultait les Québécois comme Pierre Elliott Trudeau savait le faire. On a eu et là, le Parti libéral, donc, est tellement en déficit d'appui populaire qu'on ressort, qu'on en vient à prendre les fantômes d'hier pour les promesses de demain. Nous ne sommes pas obligés d'applaudir, mais qu'on ne nous empêche surtout pas de rire. Ça, c'est bien une des dernières choses qui nous restent parfois. Mathieu Bock-Côté, bonne émission. On a hâte d'écouter tout ça. Bye bye.